Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des rêves éveillés. Je suis Simba, créateur de jeux et d'aventures spécialisé dans le jeu de rôle en grandeur nature. Si vous ne connaissez pas le jeu de rôle en grandeur nature, je ne saurais que trop vous inviter à vous en référer au premier podcast que j'ai publié sur cette chaîne, qui raconte ma rencontre avec cette activité extraordinaire et qui s'appelle La Brigue, le baptême du feu. En quelques mots, le jeu de rôle grandeur nature est une forme de théâtre d'improvisation continue et ludique dans lequel les joueurs sont amenés à se costumer et entrer dans la peau d'un personnage qui va vivre une aventure en immersion complète. Certains jeux de rôle grandeur nature peuvent durer une soirée, une journée ou un week-end. La plupart de ceux que j'ai organisés ces 20 dernières années étaient plutôt configurés autour d'une semaine complète en immersion dans un univers fantastique. Certains pouvaient être inspirés de l'histoire, là où d'autres étaient plutôt inspirés d'œuvres de fiction, qu'il s'agisse de films, de bandes dessinées, de romans ou de jeux vidéo. En tant que jeu de rôle, l'activité du jeu de rôle grandeur nature n'a pas pour objet de faire gagner le joueur. On ne gagne pas, ça n'est pas là le but. Le principe même du jeu de rôle en grandeur nature est de vivre un moment déconnecté de la réalité dans lequel nous allons découvrir une intrigue, une aventure et surtout se découvrir soi-même. L'objectif intrinsèque est donc d'évoluer, de faire évoluer son personnage, de vivre une série d'instants et de mises en scène qui vont nous mener bien au-delà des limites de notre réalité, de notre quotidien et dans une logique théâtralisée de vie sociale et d'aventure. Certes, il n'est pas simple de présenter en quelques mots cette activité si particulière. Si vous avez des suggestions de présentation rapide et efficace, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je m'en inspirerai bien volontiers pour mes futures introductions de narration pour le podcast de la chaîne. Dans le podcast d'aujourd'hui, je vais vous raconter de quelle manière j'ai magistralement échoué dans ma tentative d'abandonner l'organisation de jeux de rôle grandeur nature, notamment ceux à l'intention de la jeunesse. En effet, à ce moment-là de ma vie, je cumule sur mon gâteau d'anniversaire à peine plus d'une trentaine de bougies. Cela fait déjà presque une quinzaine d'années que je navigue sur les océans fantastiques du jeu de rôle en grandeur nature. C'est-à-dire que ma jeune vie n'a été consacrée qu'à cela. Il me semble avoir tordu et torturé l'activité de toute façon possible que je réussisse à imaginer. L'un des aspects qui combla le planning de ces dernières années fut l'organisation de séjours jeux de rôle grandeur nature à l'intention de la jeunesse. J'ai fini par développer un format de séjour autour de la thématique des collèges de magie, un peu à la manière Harry Potter. Ce format de séjour connut un immense succès. À chaque fois, le format était le même. Nous débarquions avec nos équipements dans une colonie de vacances, nous transformions les lieux du sol au plafond, des chambres au réfectoire, des balcons au cellier. Le séjour fondateur de cette dynamique extraordinaire, je vous en ai déjà parlé dans le podcast qui s'intitule « Collège de magie, cours élémentaires de première année ». Si vous ne l'avez pas encore écouté, un lien apparaît actuellement. Vous retrouverez aussi ce lien dans la description de la vidéo. Il s'est avéré qu'en parallèle de ces actions menées au service de l'éducation populaire et de la jeunesse, j'avais développé un service adapté au monde de l'entreprise, des activités ludico-professionnelles qui s'avérèrent être moins contraignantes et plus lucratives que l'organisation de séjours jeux de rôle en grandeur nature pour les jeunes. Si le sujet des serious games vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je pourrai avec plaisir m'attarder sur ces principes dans de prochains podcasts. Toujours est-il que la mise en place d'un collège de magie restait une opération conséquente. Et comparativement aux efforts et moyens humains et logistiques déployés, elle était peu rémunératrice. En résumé, trop de matos, une équipe trop nombreuse, trop de stockage à gérer,
systématiquement trop de pression et d'efforts sur notre morale et nos physiques pour une rentabilité pécuniaire comptablement discutable. Ainsi, poussé par la raison économico-mathématique et le bureau de gestion qui accompagne mon entreprise, je décide de mettre un terme à ce type de prestation. Seulement voilà, c'était sans compter sur la fibre profonde de mon ADN liée à l'éducation populaire et sur le coup du destin, qui sait, quand il le souhaite, s'imposer dans nos vies personnelles et professionnelles. C'était décidé, le collège de magie qu'on venait de me commander serait le dernier. Les élèves allaient pouvoir repartir avec les costumes et accessoires du jeu. Ce dernier collège de magie, j'allais l'organiser pour un très estimé ami de longue date avec qui je partageais de grands idéaux pédagogiques et certaines des plus belles utopies concernant les valeurs de l'éducation populaire et concernant le dévouement qu'il est indispensable d'offrir à la jeunesse si nous espérons demain un monde meilleur. Sachant qu'il s'agissait d'un baroud d'honneur, cet ami convia une structure jeunesse partenaire à sa commune à venir partager les émulsions de cette aventure de clôture. C'est là que le destin décide de frapper fort mon esprit, mon cœur et ma raison. Il y a parfois dans la vie des rencontres qui, peu importe nos convictions, ambitions et projets, viennent d'un coup tout bouleverser, mettant sans dessus-dessous l'ensemble de nos aspirations. J'allais, durant ce dernier séjour de collège de magie, rencontrer la directrice d'un petit centre de loisirs de campagne qui allait, par l'emploi de quelques charmes et potions imparables, me convaincre de prêter attention à ses besoins et suggestions. Voici quelle était sa situation. La première génération des enfants de son village venait de franchir le pas de la préadolescence. Par les activités et actions qu'elle menait jusqu'alors, elle n'arrivait plus à trouver de centre d'intérêt capable de maintenir ces jeunes quelque peu encore à ses côtés. La petite enfance et l'enfance, c'était son domaine d'excellence. Mais la préadolescence et l'adolescence, elle ne savait pas trop comment les intéresser. Or, son ambition était de trouver une activité qui pourrait motiver ces jeunes à partager encore quelques années d'activité au sein de sa structure. Elle venait de découvrir le jeu de rôle grandeur nature et c'était pour elle la solution qui allait lui permettre le développement de son centre d'accueil jeunesse au service des préadolescents et des adolescents de sa commune. J'ai vainement essayé de résister, lui expliquant que je n'avais plus les équipements et que ma motivation pour le sujet n'était plus au beau fixe. Mais elle avait des arguments de taille et finit par trouver les appâts qui allaient me faire céder. Et voilà que j'acceptai son invitation à venir visiter ces lieux qui lui semblaient les plus opportuns pour donner corps à son projet de séjour en immersion. Envoûté par le chant des sirènes, je néglige alors les avertissements d'Ulysse et me laisse emporter sur le radeau de la Méduse, en de haute mer, loin, très loin des objectifs que je m'étais alors fixés. Me voici en route pour un territoire que je ne connaissais pas, le haut pays du Verdon et le lac de Sainte-Croix. Le rendez-vous fut donné dans un centre d'activité nautique. C'est ici que la cliente, qui me souhaitait plus partenaire que prestataire, envisageait d'installer notre camp. Le lieu était effectivement adapté. L'espace dédié était quelque peu excentré, suffisamment isolé pour nous permettre de créer une bulle coupée du reste des installations. La quantité des bateaux présents et stockés hors d'eau offrait un environnement sonore et visuel qui serait parfaitement adapté pour une ambiance de type Pirates des Caraïbes. Le bruit des cordages glissants et des mâts dressés balançant au rythme régulier des vents infusèrent un envoûtement irrésistible qui, malgré moi, emporta mon imagination. Juste en face du camp,
un accès direct au lac s'offrait à nous par plages et pontons de bois. J'ai beau essayer de résister, mais l'ensemble des charmes qui me portaient à ce moment-là me stimulaient de telle façon que je n'arrivais pas à les réprimer. La muse malicieuse m'emmena alors promener non loin de là, dans un endroit des plus sauvages, au bord du lac de Sainte-Croix. Je découvre un entrelac de décors que je n'aurais jamais espéré. Des mangroves étreignantes aux allures tropicales, de douces plages de sable blanc pénétrant une eau turquoise me rappelant les Caraïbes, des marais de roseaux sauvages succédant aux décors de roches entassées, au cœur desquels se dissimulaient quelques criques offrant d'idylliques abris dissimulés. Un autre monde se profilait. Nous empruntâmes alors une petite embarcation tangente pour aller rendre visite à des îles au tempérament tout à fait remarquable. L'une d'entre elles, suffisamment grande, abritait une petite forêt, tandis que l'autre semblait être un îlot isolé sur lequel quelques bâtisseurs à l'esprit artistique avaient construit cabanes et cages de bois flottés. J'avais beau lutter, je fus littéralement envoûté. Comment résister à de tels atours? Les enchantements invoqués avaient fini d'ancrer en mon cœur, et ma raison, le désir viscéral de poursuivre l'activité de jeu de rôle grandeur nature au service de la jeunesse. Fichtre! Nous voilà partis pour une série d'aventures sur la thématique des pirates des Caraïbes. Alors bon, moi, la piraterie, je ne connaissais pas plus que ça. Bien sûr, comme tout le monde, j'avais vu les films produits par Disney qui m'avaient bien amusé. J'allais partir de là et je verrais bien où tout cela allait finir par me mener. Ma première découverte concernant la piraterie fut l'adage de philosophie rattaché au memento mori, symbolisé par le pavillon à tête de mort et tibia croisé ou Jolly Roger. Voici ce qu'il dit. Qu'obtient-on par un travail honnête? De maigres rations, de bas salaires et un dur labeur. Chez nous, pirates, c'est l'abondance jusqu'à plus fin, le plaisir et les aises, la liberté et la puissance. Comment balancer si l'on fait le compte? Quand tout ce qu'on risque, dans le pire des cas, c'est la triste mine que l'on fait au bout de la corde. Une existence courte, mais bonne, sera notre devise. Je finis par être conquis par la piraterie. Sur ce, je décide de mener une brève investigation sur un sujet qui revient en boucle tout au long des films Pirates des Caraïbes, le code de la piraterie. Je découvre alors que ce code de la piraterie de Bartholomé, dont il parle tant dans les films, a réellement existé. J'effectue donc mes recherches sur le personnage de Bartholomew Roberts et sur ce fameux code qu'il aurait rédigé. Voici ce que brièvement Wikipédia nous en dit. Bartholomew Roberts, de son vrai nom John Roberts, dit Black Bart, Bart le Noir, est un pirate britannique et l'un des pirates les plus célèbres de son époque. Bartholomew Roberts ne correspondait pas au stéréotype du pirate. Voici certaines informations à son sujet rapportées par certains écrits. Il était bien habillé, il avait d'excellentes manières. Il ne partageait pas sa cabine avec n'importe qui et se refusait à la pratique du viol. Il ne buvait pas ou peu d'alcool. Il avait une excellente écriture manuscrite. Il était toujours rasé de près et soigné. Il aimait la musique classique et avait des musiciens à bord de son navire. Il avait intimé l'ordre de jeter son corps à la mer s'il mourait dans la bataille. Et ce fut lui qui fit entrer dans l'histoire une bonne partie du fameux Code des pirates. J'effectue quelques recherches sur le Code de la piraterie. Quelle ne fut pas ma surprise
mon bonheur lorsque je mis la main sur la retranscription de ce fameux code des pirates. On trouva alors, euh, parmi les quelques articles et règles qui le constituent, des phrases telles que « Chaque pirate pourra donner sa voix dans les affaires d'importance et aura un pouvoir de se servir quand il voudra des provisions et des liqueurs. Il est interdit de jouer de l'argent aux dés et aux cartes. Les lumières et les chandelles doivent être éteintes à la nuit tombée. Les hommes doivent avoir leurs fusils, leurs sabres et leurs pistolets toujours propres, en état de fonction et à portée de main. Personne ne doit frapper quelqu'un d'autre à bord, membre de l'équipage ou prisonnier. Les musiciens auront le droit de se reposer le jour du sabbat. Les autres jours de repos ne leur seront accordés que par faveur. » Cet ensemble de règles, et d'autres encore débusquées sur le net, me semblait idéal pour former la base des règles de vie qui allaient régir notre vie de groupe au sein du camp. J'allais donc quelque peu adapter le code de la piraterie à l'encadrement jeunesse pour l'appliquer à ce que serait notre dynamique de vie au sein du camp. C'est ainsi, par exemple, qu'un jour, suivant le code et ses menaces, la jeune joueuse interprétant le maître-coq de notre équipage finit par installer sa couche dans les réserves de la cuisine, invoquant ce droit figurant clairement écrit dans le traité, car les réserves de chocolat allaient venir à manquer. Les pirates se servent librement, certes, c'est écrit, mais en cas de manque constaté au sein des réserves, c'est le maître-coq qui serait passé par-dessus bord. Et c'est ainsi qu'il ne nous fut plus possible d'approcher les réserves sans être menacés d'un mousquet chargé. Je découvre, par là même, la structure hiérarchique inspirée des règles de marine qui régissaient l'organisation au sein de la piraterie. Amiral, commodore, quartier-maître, maître-coq, mousse et matelot allaient permettre une organisation de nos équipages à la hauteur des délires qui allaient nous emporter durant nos aventures. Cela allait nous mener à des aberrations hilarantes, nous poussant jusqu'à hiérarchiser l'organisation de la grande tablée autour de laquelle nous allions manger. L'amiral et le commodore, installés en bout de table, avaient droit à une nappe brodée, un ensemble de vaisselle complet et ornementé, comprenant serviettes et couverts argentés. Les capitaines avaient aussi droit à de la vaisselle et des couverts, mais bien que distingués, tout de même de seconde qualité par rapport au service de l'amirauté. Les quartiers-maîtres avaient droit à des assiettes et des couverts, mais d'une qualité simple et non ornementée. Les membres de l'équipage, eux, avaient droit à une gamelle et de simples couverts. Quant aux mousses, ils n'avaient droit qu'à une médiocre gamelle et mangeaient sans couvert, avec pour seule serviette la nappe devant laquelle ils mangeaient. Lorsque l'amiral avait un besoin quelconque, tel que celui de se faire servir, il s'adressait alors au commodore en des termes soutenus, dans un français complet, poli et de qualité. « Mon commodore, pardonnez-moi, mais la faim assaille quelque peu mon estomac. Auriez-vous l'amabilité, je vous prie, de bien vouloir combler le vide de mon assiette afin de satisfaire cet appétit ?» Le commodore se tourne alors vers un capitaine, lui donnant l'ordre poli, bien que sémantiquement moins riche, de remplir l'assiette de l'amiral. « Capitaine, l'amiral a faim. Veuillez avoir l'obligeance de remplir son assiette. » Le capitaine se tourne alors vers l'un de ses quartiers-maîtres en transmettant l'ordre épuré de remplir l'assiette de l'amiral. « Quartier-maître, l'assiette de l'amiral, veuillez la faire remplir. » Le pirate s'empare à son tour de l'assiette et hurle sur l'un des mousses de bouger son train pour exécuter la tâche sur le champ. « Moussaillon,
Voici l'assiette de l'amiral, remplissez-la !» Le moussaillon, généralement, essayait de chercher moins classé que lui. Il avait parfois du mal. Et ça lui arrivait de trouver un jeune mousse, sur qui il hurlait plus fort encore. « Mousse, l'assiette de l'amiral! Vite !» Il en était ainsi de chaque situation. Bien que ce jeu de mise en scène puisse être discutable, il nous offrait des situations toujours plus hilarantes et cocasses. Puisque nous en sommes à parler de la vie de Caen, je découvris avec la piraterie une culture riche de chants. Une vie de pirate, une vie de marin, c'est une vie menée en chansons. Et des chansons, j'en découvris des dizaines dont les airs et les paroles survécurent jusqu'à nos jours. Quel régal, quel plaisir d'entonner ces chansons vieilles de plusieurs siècles pour accompagner les mises en scène de nos épopées piratesques. Chanter est un ingrédient indissociable de l'organisation de l'ensemble de mes aventures jeux de rôle grandeur nature, qui plus est celles destinées à la jeunesse. De toutes les thématiques abordées dans ma carrière, les chansons pirates sont de loin celles que je préfère. Me restait maintenant à reformer l'ensemble des équipements dont j'allais avoir besoin pour la mise en place de ces séjours jeux de rôle grandeur nature destinés à la jeunesse. Concernant les costumes, je me mis à dévaliser l'ensemble des friperies du département, rachetant au kilo tout ce que je pouvais trouver de chemises à froufrou, ceintures et accessoires d'habillement improbables qui allaient me permettre de créer les costumes invraisemblables de mes équipages de pirates. Au sujet de la décoration et de l'accessoirisation du camp, je me mis à faire le tour des vides-greniers et foires particuliers pour acquérir les ensembles de vaisselle en étain, gamelles en bois, pièces de trésors et vieilles maquettes de bateaux qui allaient me permettre la crédibilisation de nos environnements de vie et de jeu. Enfin, j'allais nouer un partenariat avec une bambouserie locale qui allait me permettre pour chacun des séjours l'achat au prix de gros de camions entiers de bambous verts et feuillus, qui allait me permettre la dissimulation de l'ensemble des éléments modernes que je souhaitais voir disparaître dans l'environnement visuel du camp. Ces bambous feuillus ajoutaient une note particulièrement tropicale à notre camp de pirates. Nous avions alors créé, en guise de camp, une bulle magnifique qui nous permit, entre chaque expédition, d'avoir un refuge en immersion complète, parfaitement adapté à l'univers fantasy Pirates des Caraïbes que nous avions alors développé. Avec les environnements naturels que nous offrait le lac de Sainte-Croix et ses alentours, nous ne passions finalement que peu de temps sur le camp. Mais les moments partagés que nous y vivions étaient sans comparaison possible, tant dans le bien-être partagé que dans l'humour constant qui animait chacun de ces moments de vie quotidienne. La pédagogie que j'avais développée et mise en place dans la dynamique d'encadrement jeunesse, datant de bien avant les premiers collèges de magie, persistait ici dans l'ambiance de piraterie. En effet, j'ai toujours banni les concepts de punition, autoritarisme et sanction de nos méthodes d'encadrement. Ceci dit, nous avons bien concédé à certains de nos principes en acceptant de mettre en place une hiérarchie dans l'organisation de notre groupe de vie. L'amiral siégeant tout en haut de cette pyramide burlesque, il nous a fallu imaginer une sanction pour quiconque lui manquerait de respect. Et manquer de respect à l'amiral, c'était une chose aisée. Nous avions alors établi la règle du sacrifice au kraken, qui se résumait par ces 3 mots: chêne, lac, kraken. Et c'est ainsi que, par exemple, lors d'une
parties de jeu telles que la pétanque des pirates que nous pratiquions durant le temps des douches. Un jour, un mousse, inattentif, remporta la partie face à l'amiral. Ultime sacrilège. L'affront devait être lavé par une punition exemplaire. Chaîne, lac, kraken. On enchaîna le mousse, le ferrant de ces imposantes chaînes en plastique que nous avions trouvées chez un marchand de jouets. Nous le traînâmes alors jusqu'au bout d'un ponton et à la façon du supplice de la planche, nous le jetâmes dans l'eau du lac. C'est alors que, de la façon la plus cérémonielle possible, nous invoquâmes le kraken pour qu'il vienne s'emparer du malheureux et le traîner dans les hauts fonds. Bien évidemment, aucun kraken n'est jamais venu le chercher. Nous fûmes alors contraints de lui pardonner ses égarements, sortant de l'eau le malheureux et le traînant jusqu'aux douches. Ces moments de sacrifice étaient d'une drôlerie sans pareille. Lors des veillées et discussions que nous avions, assez rapidement vint s'imposer sur la table les mythes et légendes de séjours jeux de rôle grandeur nature passés, durant lesquels nous avions mis en place des attaques de nuit. Nos jeunes pirates fantasmaient alors que nous puissions un soir les assaillir sur le camp. Bien évidemment, ne pouvant résister à la tentation, je finis par programmer la mise en scène d'un assaut en pleine nuitée, mené par les pirates d'outre-tombe de l'équipage maudit du Black Pearl. Ce fut pour ces jeunes leur toute première attaque de nuit. Et alors que je pensais qu'ils allaient se faire ratatiner à cause de leur manque d'expérience dans l'activité du jeu de rôle en grandeur nature, je fus surpris de l'efficacité percutante de ce groupe d'aventuriers face à l'assaut que sur eux nous avions mené. Lorsque les premiers pirates morts-vivants sont arrivés sur le camp, les équipages avaient entièrement réaménagé les lieux. L'un des capitaines était assis à la tablée, tournant le dos à l'entrée du camp, attirant ainsi les pirates squelettes en sa direction. Seulement, voilà, il ne s'agissait là que d'un mannequin. La situation dans laquelle s'étaient retrouvés les équipages squelettiques de Barbossa fut alors plus que délicate. Les assaillants envahisseurs du camp tournaient le dos à un ensemble de décors placés là par les pirates, derrière lesquels ils s'étaient tous dissimulés. Profitant des ombres créées par l'éclairage à la torche que nous avions déployé, les pirates surgirent et ce fut la pétarade des pistolets et des mousquets qui ouvrit le bal, surprenant véritablement les assaillants qui, pris de panique, entamèrent une fuite dans une direction finalement décidée par nos jeunes équipages. Les pirates maudits du Black Pearl tombèrent dans un piège duquel ils ne purent s'échapper. Alors que nous étions fiers de la mise en scène de notre attaque, nous nous retrouvâmes piégés par la malice et l'intelligence de nos joueurs qui nous prirent au dépourvu. Enchaînant tromperies et malices, nous menant droit à la défaite. Je dois bien avouer que nous fûmes particulièrement fiers de nos jeunes, que nous avions alors abandonnés à leur sort et qui sortirent de cette mise en scène gratifiés et plus forts. Nos jeunes pirates étaient prêts à voir le niveau de nos aventures, de nos scénarios et mises en scène monter d'un niveau, les menant à un équivalent à celui que je proposais de nombreuses années auparavant aux adultes passionnés et aguerris pour lesquels j'ai développé alors les jeux de rôle en grandeur nature. Moi qui souhaitais mettre de côté les prestations en immersion au service de la jeunesse, je me suis retrouvé emporté dans un élan de passion que j'avais oublié, celle de l'organisation d'aventures denses et matures. Dans la structuration scénaristique des aventures que j'allais écrire dans cette ambiance pirate des Caraïbes, j'allais m'inspirer
du décortiquage et des analyses des films que j'avais effectués sur le sujet. Chaque scénario devait être organisé autour d'une grande légende de la mer et des océans. Il fallait systématiquement que cette légende entremêle d'une part les croyances des marins à quelques vérités historiques aux frontières troubles et troublantes. Par exemple, l'un des scénarios était orienté vers cette découverte impossible qu'est la carte de Piri Reis, le célèbre pirate ottoman devenu corsaire puis amiral du sultan. Cette carte impossible dont vous pourrez trouver nombre d'informations, études et reportages sur Internet. Allez-y, cherchez, je vous assure, c'est stupéfiant. Cette carte est l'un des plus grands mystères de la marine, encore aujourd'hui inexpliqué. J'allais donc créer un des scénarios autour de cet objet, comme autour de tant d'autres que j'allais découvrir à travers mes recherches. Il me fallait, pour chaque sujet, travailler autant la culture que l'imagination de nos joueurs. Chaque scénario des films Pirates des Caraïbes met en scène une forme de rivalité entre différents équipages pirates particulièrement caractérisés. Un élément drôle et systématique dans ces conflits opposant les pirates est le fait qu'ils soient interrompus par l'intervention de la marine royale ou de la Compagnie des Indes. Nous allions donc systématiquement mettre en scène cette compétition absurde entre pirates et systématiquement l'interrompre de la part des troupes officielles. Pour ce faire, on finit par acquérir une collection de costumes permettant de mettre en scène les troupes régulières, costumes dans lesquels nos joueurs avaient fort fière allure. Chaque scénario devait aussi mettre en scène une créature fantastique issue des légendes maritimes. Pas simple, mais particulièrement stimulant. Je me rappelle par exemple de cette créature tentaculaire et visqueuse que nous laissâmes s'échouer dans les marécages, des membres de l'équipage du Hollandais volant, ou, comme je vous en ai déjà parlé, des pirates morts-vivants du Black Pearl. Chaque scénario devait mettre en lumière un certain nombre de grands pirates dont les noms furent réemployés au sein des films, mais qui ont réellement existé. Mettre en scène l'histoire de la piraterie aux frontières entre histoire et fantasme était un véritable délice scénaristique, apportant cette pierre angulaire à la fois culturelle et fantastique. Au sein des films Pirates des Caraïbes, il y a aussi un certain nombre de mises en scène incontournables qu'il nous fallait impérativement placer dans chaque scénario. Un exemple typique, il y a dans chacun des films un moment où les pirates doivent faire face à deux gardes quelque peu stupides qu'il faudra distraire par une embrouille verveuse de manière à les détourner de l'objet de leur attention. Vous pourriez observer par exemple ce moment où les pirates doivent embrouiller ces deux gardes pour récupérer le bateau dont ils ont la charge de la surveillance, ou le coffre magique de Davy Jones, ou bien un trésor. Je vous ai donc parlé de la genèse de ces séjours que je souhaitais initialement abandonner. Et je vous ai donné aussi toutes les raisons qui font que j'ai replongé en plein dedans. Je vous ai décrit le cadre et les conditions, la structuration et les contenus. Laissez-moi maintenant vous raconter quelques-unes des mises en scène les plus mémorables que nous avons vécues durant ces aventures. Il y eut cette fois où une partie des pirates se retrouvèrent échoués sur une plage fortement éloignée de notre camp de base.
Sortis des eaux, ils ont alors longé les rochers jusqu'à arriver sur une grande plage de sable à la végétation si atypique qu'elle nous sembla véritablement nous projeter au cœur des tropiques. S'entama alors une scène de traque menée par des chasseurs prenant pour cible nos pirates. Les chasseurs étaient les guerriers d'une tribu de cannibales. Les méthodes de traque étaient inspirées des stratégies employées par les peuples premiers des tribus outre-Atlantique. Une mise sous pression du groupe de pirates les mena à fuir dans une direction puis une autre, jusqu'à se retrouver dans un cul-de-sac naturel, les obligeant à faire face à la tribu des cannibales qui souhaitaient faire de nos boucaniers leur délicieux dîner. Ce fut l'une des toutes premières mises en scène vécues par nos jeunes joueurs. Pédagogiquement, cela nous permit d'aborder les thématiques concernant les préjugés liés aux écarts culturels et traditionnels. Les moments ainsi partagés furent gravés dans le dur de nos esprits pour les années et les aventures qui allaient s'enchaîner. Il y eut cette fois où, dans un couloir d'arbres morts et dénudés, au cœur d'une mangrove boueuse, nous avions dissimulé une dizaine de personnages non-joueurs dans l'épaisse boue qui occupait le sentier. La réaction de nos pirates lorsque ces êtres fangeux se redressèrent pour tenter de les saisir créa une mise en scène digne d'un film d'horreur, dont l'issue glissante et salissante laissa d'impérissables souvenirs tant à nos victimes qu'à nos costumes. Dans cette même catégorie d'environnement, un immense cyclope armé de 2 massives masses, obstruait le passage unique que devaient emprunter nos équipages. La blague, c'était que lorsque chaque coup de masse atteignait son but, il provoquait une projection contraignant nos joueurs à effectuer une cascade des plus cinématographiques. Le coin étant particulièrement boueux et dégagé de toutes branches et pierres pouvant présenter un danger, nous étions sereins sur l'amortissage de cette projection formidable. Ce que nous avions caché à nos joueurs, c'est que par rapport à la position qu'ils occupaient face au cyclope, se trouvait derrière eux une flaque particulièrement profonde dans laquelle ils allaient immanquablement finir par disparaître lorsqu'ils allaient se faire projeter par le titan. Encore un souvenir salissant et impérissable. Comme nous étions installés sur un centre nautique, nous pouvions profiter des embarcations pour mener sur le lac d'impressionnantes courses de navigation, chantants et combattants d'un bateau à l'autre pour notre plus grand bonheur, celui de nos joueurs et de nos accompagnants. Une fois, alors qu'un crime odieux fut commis sur le camp, après une investigation approfondie mais erronée, l'un des prestigieux capitaines de nos équipages fut injustement accusé puis condamné. Nous prîmes alors les embarcations, nous en référant au code de la piraterie, rédigé par Bartholomé, et nous partîmes à la recherche d'une île déserte pour y abandonner le capitaine condamné. La joueuse qui incarnait alors le capitaine pensait que la scène n'allait être que imaginée, mais pas véritablement réalisée. Erreur. Il fallait voir sa tête lorsqu'elle vit apparaître un îlot isolé, équipé d'une cage de bois flottée, et la panique dans son regard quand elle finit abandonnée et que nos bateaux disparurent de son champ de vision.
Bien sûr, nous sommes retournés la chercher. Il s'agissait là d'une scène de clôture d'aventure. Et quelle clôture! Et quelle aventure! Initialement, ces séjours étaient programmés pour permettre à ma cliente de pouvoir profiter encore quelques années des jeunes qu'elle avait biberonnés et vus grandir. Seulement voilà, le succès de nos séjours eut bien plus que les effets escomptés. Non seulement les jeunes ont adoré ce que nous leur avons concocté, mais ils ont fini par y inviter leurs fratries, leurs cousins, leurs voisins, leurs copains, collégiens et lycéens. Et nous passâmes alors d'un petit groupe intimiste de 16 joueurs à 24, puis 36. Et puis, les années s'enchaînant, il y eut ces partenaires et clients à qui j'avais dit « Le jeu de rôle grandeur nature pour la jeunesse, pour moi, c'est terminé ». Et qui revinrent taper à ma porte en me demandant des comptes. « Bah alors, t'as craqué ? Il est hors de question que nous ne profitions pas de la situation, mon cher ami. » Et voilà qu'à nos petits équipages se rajoutent partenaires et associés qui allaient se laisser emporter par ces quelques années inoubliables de piraterie. Là où je pensais clôturer cette histoire de séjour jeu de rôle grandeur nature à l'intention de la jeunesse, allait commencer un projet qui aujourd'hui encore continue de me porter par les tripes et par le cœur. Le maire de la petite commune pour laquelle alors je travaillais finit par venir sur mon épaule tapoter en me disant un truc du genre je vois bien ce que tu es en train de faire avec nos jeunes. Ça serait bien que tu arrêtes de les promener aux quatre coins du département, quand sur notre propre territoire communal, nous avons largement de quoi offrir un cadre idyllique à cette activité si bénéfique que tu proposes à la jeunesse du village. C'est alors qu'il m'invita à découvrir son village et ses alentours, ainsi qu'un terrain magnifique sur lequel j'allais, dans la décennie suivante, développer mon plus grand projet jeu de rôle grandeur nature destiné à la jeunesse. J'avais devant moi le lieu où allait s'établir et se développer ce que les jeunes finiraient par baptiser l'Arche des rêves. Ça sera certainement le sujet d'un prochain podcast que je dédierai à l'encadrement jeu de rôle grandeur nature spécifique à la jeunesse. Si bien sûr, cela vous intéresse. J'espère que cette histoire de piraterie, ces témoignages sont à la hauteur des émotions et souvenirs, des pulsions et plaisirs que nous pûmes ensemble partager durant ces années de piraterie ludique. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez apprécié, si cela vous a inspiré. Si vous avez aimé le voyage, pensez à liker, partager, vous abonner et activer la cloche si vous voulez ne pas rater nos prochaines publications. Je suis Simba, créateur de jeux et d'aventures. J'ai grand plaisir à partager avec vous les moments fantastiques de fantaisie qui ont parsemé mon parcours tant personnel que professionnel. Mesdames, messieurs, pirates et boucaniers, acceptez mes plus sincères et ludiques salutations et rendez-vous bientôt pour de nouvelles narrations.